les ex-combattants. Il a aussi échangé avec les acteurs en charge de la mise en œuvre du processus désarmement, démobilisation, réinsertion et intégration pour s'assurer du niveau de préparation. Premier vendredi de la nouvelle année 2026, les Maliens dans l'ensemble formulent des vœux et font des bénédictions pour un Mali debout et stable. Notre reporter Alpha Maïga est allé à la rencontre de certains avec le concours de la station régionale de Koulikoro. Après une trêve de 48 heures, les huitièmes de finale de la CAN Maroc 2025 débutent demain samedi. À l'affiche, le choc Mali-Tunisie à partir de 19h. Ce match sera le 5e entre les deux nations en phase finale et les chiffres plaident en faveur du Mali avec 0 défaite. Une dynamique que les Aigles comptent maintenir. Vous servir est un réel plaisir. Merci de renouveler votre confiance à la grande édition de 20h sur ORTM 1. Au seuil du nouvel an, je formule le vœu d'un Mali en paix et stable et une santé de fer à vous qui nous faites confiance depuis des années. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue. Nous ouvrons cette édition par ce communiqué du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale ainsi formulé. Faisant suite à son communiqué en date du 30 décembre 2025, le ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale précise par le présent communiqué les modalités de mise en œuvre de la décision du gouvernement de la République du Mali relative à l'entrée de ressortissants américains sur le territoire malien. Conformément au principe de réciprocité, l'entrée sur le territoire malien des ressortissants américains est totalement suspendue, à l'exception des cas suivants. Les citoyens américains résidents permanents en République du Mali, les citoyens américains détenteurs d'un visa en cours de validité, certaines catégories de ressortissants américains, y compris les athlètes, les diplomates et les personnes dont l'entrée sert les intérêts de la République du Mali. La mesure fera l'objet d'évaluations appropriées et tout éventuel ajustement sera communiqué par les voies habituelles. Ouvrons à présent une fenêtre sur des activités ministérielles à Tombouctou. Le ministre de la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion nationale et son collègue en charge de la communication ont réveillonné avec la population des 333 saints. Au cours de son séjour, le ministre de la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion nationale était à Tombouctou. Donc, le général de corps d'armée Ismaël Ouagé s'est rendu sur le site devant recevoir les ex-combattants. Il a aussi échangé avec les acteurs en charge de la mise en œuvre du processus désarmement, démobilisation, réinsertion et intégration pour connaître le niveau de préparation. C'est ce que nous dit Idrissa Goulou Sissoko. En visite dans la région de Tombouctou, le ministre de la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion sociale a participé aux festivités de fin d'année avec les populations, où il a reçu les titres de citoyen d'honneur de la ville. Je tiens à féliciter sincèrement le gouverneur de Tombouctou, les forces de défense et de sécurité de Tombouctou et toute la population de Tombouctou pour la biennale, l'organisation très réussie de la biennale. Ça ne me surprend pas parce que depuis le début de l'année de la culture, on a vu une forme d'entraînement de la région de Tombouctou sous le leadership de leur gouverneur avec le festival de la Satray et d'autres activités qui ont préparé la biennale. Donc vraiment, c'était une prouesse. Je les félicite et je les remercie pour ça. L'année de la culture a fini hier. Je ne pouvais pas ne pas participer à l'activité de clôture de l'année de la culture de Tombouctou, dans la mesure où la ville de Tombouctou, la population de Tombouctou m'ont adopté, d'ailleurs m'ont donné le statut de citoyen d'honneur de la région de Tombouctou. Aussi, le ministre a été informé sur les préparatifs des activités de désarmement, démobilisation, réinsertion et intégration DDRI en cours et a visité le site d'hébergement des ex-combattants. Le gouverneur et les responsables militaires et les responsables DDR m'ont présenté un peu le niveau de préparation du lancement des activités DDRI de la région de Tombouctou. Donc nous avons profité faire le tour de la question et nous avons visité l'ancien camp MOC qui va recevoir les ex-combattants pendant la phase de démobilisation et nous avons regardé ensemble qu'est-ce qu'il faut régler, qu'est-ce qu'il faut améliorer.
Dans le cadre de la recherche de la paix et de la cohésion sociale, il a eu des entretiens avec plusieurs communautés. Il y a le Conseil supérieur des Imgad et alliés et le Conseil intégrateur des Imoucha et alliés de Tombouctou qui ont quand même fait une convention pour que leurs deux communautés se retrouvent ensemble pour soutenir l'État, pour soutenir l'unité, pour soutenir un système intégré de l'État et pour aller voir la paix de vivre ensemble. Il y a aussi l'Alliance des Birabiches du Mali qui sont à leur réunion annuelle, leur première annuelle. Bien sûr que je suis pratiquement le parrain de toutes les communautés. Tant que c'est des rassemblements communautaires qui prônent la paix, le vivre ensemble entre les communautés. Nous restons dans la 6e région administrative du Mali où le ministre de la Communication, de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration a rencontré les responsables des services rattachés à son département. Les échanges ont porté sur les difficultés que rencontrent ces structures. Je vous invite à écouter le ministre Alhamdou Aguilien sur les conclusions de cette rencontre. Il est interrogé par Saloum Konaté. J'ai vraiment pu avoir une grande satisfaction de constater d'avoir le bon niveau de la sécurité à Tombouctou et puis la qualité de la cohésion sociale. En cela, je remercie et félicite le gouverneur ici et puis nos forces de défense et sécurité et félicite aussi mon collègue le ministre en charge de la réconciliation et de la paix. Parallèlement à cela, j'ai pu rencontrer les structures de mon département, à savoir l'ORTM, la Sotelma, la Poste et la SMTD. Et nous avons discuté, et nous avons vu le niveau du travail, nous avons vu les défis qui sont nombreux. Il y a pas mal de soucis à se faire et il y a des soucis qui dépendent de nous, il y a d'autres qui dépendent de l'évolution du temps, notamment au niveau des propriétés foncières de la Poste. Il y a aussi des problèmes qui sont liés à d'autres services tels que l'énergie. La télé et la radio ont des problèmes de couverture, n'est-ce pas, qui se réduisent et qui s'augmentent au fur et à mesure des déséquilibres climatiques et aussi de la fourniture d'électricité. Bon, tout cela va être analysé et la Poste aussi, qui a un bon programme de relance, doit vraiment se pencher sur des réalités proprement de Tombouctou ici pour pouvoir les mettre en œuvre. Et la SMTD aussi a posé ses problèmes qui sont vraiment cruciaux parce que sans la SMTD, il n'y a pas de diffusion. Donc là aussi, nous avons noté et je pense qu'arrivé à Bamako, je vais m'entretenir avec les responsables de ces structures pour voir les solutions qui peuvent être apportées. Restons avec Saloum Konaté pour parler de la mise en place du bureau régional du Conseil supérieur des Imgad et alliés CSIA, un bureau dirigé par Mohamed Ag Nasser pour un mandat de 3 ans. Le président et son équipe entendent travailler à consolider les acquis de l'État dans le domaine de la paix et la cohésion sociale, suivant le reportage. Mohamed Ag Nasser est désormais le président du bureau régional du Conseil supérieur des Imgad et alliés CSIA Tombouctou. Il a été élu par consensus à l'issue des travaux de la composition du bureau régional validé conformément aux statuts et règlements du Conseil. Il dirige un bureau de 42 membres et sous la supervision d'un comité de sages. Je suis en joie parce que la population malienne de toute ethnie de la région de Tombouctou qui a porté choix sur mon nom, donc dans l'intérêt du Mali. Le président national du CSIA, M. Al-Hadji Gamou, a félicité le président entrant avant d'inviter toutes les communautés à les soutenir afin de garantir la réussite des missions de l'organisation. Le message que je lance au président, au nouveau bureau régional de Tombouctou, c'est de se mettre au travail à Tombouctou, surtout dans la région de Tombouctou, là où ils sont. De se mettre au travail, c'est de sensibiliser la communauté à œuvrer pour la paix, à œuvrer pour la réconciliation, à œuvrer pour le vivre ensemble, à aider l'administration dans ses tâches, à aider nos forces armées de sécurité dans leur mission régalienne de sécurisation des territoires. Donc j'invite tous les membres de CSIA de Tombouctou à œuvrer pour la paix, la réconciliation, le vivre ensemble et la sécurité. La présente rencontre a réuni les différentes communautés ainsi que les autorités de la région de Tombouctou.
L'année 2026 est donc celle de l'espoir. C'est le vœu des citoyens que Alpha Maïga et son équipe ont rencontré ce premier vendredi de l'année 2026 à Bamako et Koulikoro. Dans les mosquées, des prières et bénédictions ont été faites pour le retour d'une paix durable au Mali. On regarde. Le vendredi, jour de prière et de bénédiction selon la tradition prophétique, est considéré comme le meilleur jour de la semaine. Lorsqu'il coïncide avec les premiers jours de l'année, cela renforce l'envie de bien commencer, de tourner la page sur les épreuves passées et d'élever ses intentions vers Dieu. C'est un jour sacré dans le calendrier, dans le jour, dans la semaine. Pour le musulman, le prophète a dit que s'il y a une troisième fête pour les musulmans ont deux fêtes, Eid al-Fitr et Eid al-Adha. Le prophète dit s'il y avait une troisième fête pour les musulmans, certainement ce serait le jour de vendredi. Dans les mosquées comme dans les foyers, l'ambiance est à la réflexion, au bilan personnel et à l'espérance. Le premier jour de vendredi de l'année en 2026. Dans les prières, on va faire les bénédictions pour avoir la paix. Prier pour tous les musulmans qui sont dans des difficultés ici, que ce soit au Mali ou dans la diaspora, pour prier pour tous les musulmans. Si l'islam ne reconnaît pas officiellement le 1er janvier comme un événement religieux, les croyants n'en profitent pas moins pour se recueillir et solliciter la miséricorde divine. Les terminologies sont sacrées en islam. Quand vous dites bonne fête, carrément vous rentrez dans une adoration. En islam, le mot fête est attribué à une adoration à l'Aïd. Ce n'est pas une simple terminologie en français, comme parfois on utilise le mot fête uniquement pour des moments de joie, des moments de festivité, alors qu'en islam, le mot fête est sacré. Dans de nombreuses villes, des imams ont appelé à faire de cette journée un moment d'introspection et d'invocation, des prières de gratitude, des lectures coraniques, notamment la Fatiha, Ayat al-Qusr. Et des doigts pour la paix, la santé et la foi sont récités. Bismillahirrahmanirrahim, c'est un symbole. Et c'est ce verset qui accompagne et toutes les sourates du Saint-Coran, excepté une seule sourate. Le jour de vendredi, quand le musulman prie, il formule des invocations dans le but d'être exaucé. Surtout le prophète dit les jours de vendredi, il y a un moment précis dans les jours de vendredi qui toute personne qui formule une invocation spécifique est exaucée. Au-delà des formules traditionnelles de vœux comme bonne et pieuse année ou Barak al-Hu Fikum pour 2026, beaucoup insistent sur l'importance de poser des actes sincères et du coup renforcer sa relation avec Allah. Ce début d'année, comme nous le constatons, coïncide avec pratiquement une journée de prière et de bénédiction qui est le vendredi. C'est une journée de bénédiction pour tous les musulmans, pour toute la population, pour l'ensemble des fidèles religieux, que ce soit musulmans ou chrétiens. D'abord pour le pays, nous souhaitons que ce soit une année de sécurité, une année de paix, une année de prospérité, une année de réconciliation. Car sans sécurité, il n'y a pas de paix. Quand on parle de l'État, l'État c'est d'abord la famille, c'est d'abord le quartier, c'est d'abord la commune, le cercle, la région. Ce vendredi particulier est aussi l'occasion de se réconcilier, de pardonner et de renforcer les liens sociaux et familiaux. Un rappel que le renouveau véritable ne commence pas dans le calendrier, mais dans les cœurs. Puisse Allah accepter tous les doigts. Après le passage à la nouvelle année, la fête continue dans les grains et les espaces de loisirs autour des mets et autres plats à la malienne. Le parc national et la place du cinquantenaire ne désemplissent pas. L'une de nos équipes de reportage conduite par Adam Maïga a fait un tour dans la capitale. Suivons ensemble.
À la famille Dambélé, le privilège de savourer poulet, dindon et bœuf, accompagné de couscous, de plats caries et de boissons. Cette famille a ainsi enchaîné les festivités du 31 décembre 2025 au 1er janvier 2026. La dégustation de ces mets variés intervient après un moment de recueillement. Nouvelle an, nous la fêtons chaque année. Nous commençons par la prière de la veillée qu'on appelle le vigile. Nous passons la nuit à l'église en train de remercier le ciel. C'est à l'aube que nous rentrons chez nous. Et une fois que nous rentrons, c'est la fête qui continue. Le 1er janvier, c'est une chance que chez eux, ça correspond aussi à l'anniversaire de mariage. Je suis là aujourd'hui pour passer la journée et rappeler beaucoup de choses, quoi. Les 20 ans qu'on a passés ensemble. Si la famille Dambélé poursuit la Saint-Sylvestre à domicile, entourée de ses proches, la famille Koulibaly et Kanouté, elles, ont préféré migrer vers des espaces de détente, notamment le musée national et la place du cinquantenaire. Le choix du parc magique, c'était d'abord une promesse que j'avais faite aux enfants. Depuis, je me suis dit, au début c'était la fin d'année, c'était bien quand même d'amener les enfants pour qu'ils puissent s'émerveiller, jouer autour. J'ai pas eu le temps, donc je me suis dit voilà, on vient de fêter la fin d'année. On va commencer le début d'année dans le parc magique, vu qu'il y a une multitude de jeux. Ils vont quand même s'amuser, oublier tout le stress aussi de l'année qui viennent s'écouler là et puis commencer une nouvelle année avec un esprit gai. L'ambiance est vraiment très très bonne, j'ai beaucoup aimé. Donc je passe avec ma femme pour venir visiter, donc ça me fait vraiment plaisir. Au parc magique et au festival d'Idjubi, ce n'est pas seulement la gastronomie qui attire. L'ambiance festive bat son plein. Quand on a pu venir à le parc manger avec ma mère et mon père, je suis content pour la nourriture, les jeux et la musique. Il y a l'ambiance ici. Pour garantir cette effervescence, un dispositif d'accueil et de sécurité a été déployé par les responsables des sites. On a tout mis en place. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, on a des agents de sécurité, les agents de représentation des autorités nationales, c'est-à-dire la police, les sapeurs-pompiers, pour qu'ils puissent être là pour surveiller, jeter un coup d'œil au niveau sécuritaire. Hier déjà, nous sommes un peu plus de 10 000. Nous sommes le 1er janvier. Je suis sûr que d'ici ce horaire, nous ferons le double. Journalièrement, on peut gagner 400 ou 500 000 francs, sinon plus. D'autres même peuvent vendre mieux que ça. Entre réjouissances familiales et sorties récréatives, Bamako a accueilli le nouvel an 2026 dans une grande euphorie. Voilà, encore belle fête à toutes et tous, mais la prudence est mère de sûreté. Intéressons-nous au secteur privé maintenant avec la visite du président de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali sur 2 sites qui abritent les foires de fin d'année, sur l'esplanade du stade du 26 mars, tout comme au niveau de la FEBAC. Mandjou Sempara a félicité les exposants pour la qualité de leurs produits avant de les inviter à plus de solidarité pour le développement du secteur privé. La visite est suivie par Youssouf Djakité et son équipe. Le président de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali ne manque pas d'opportunités pour être au chevet des commerçants détaillants du Mali. C'est ce qui justifie ses visites sur les sites des différentes foires de fin d'année. D'abord, sur le site de la foire de fin d'année du Mali Fiama. Ici, le constat est satisfaisant, dit-il. J'ai constaté que la Fiama a été très bien organisée. Les organisateurs se sont véritablement engagés pour sa réussite, qui constitue d'ailleurs un ouf pour le secteur de l'économie. Ensuite, il s'est rendu au parc des expositions de Bamako. Là se passe la FIA, foire de fin d'année organisée par la coordination des associations, groupements et commerçants détaillants du Mali, organisateurs de la rue marchande. Là aussi, les impressions sont bonnes. Vraiment, ces foires ont vraiment un impact positif et réel sur les commerçants, aussi bien que la population. Ça permet une intégration. Toutes les dispositions sont prises pour gérer les difficultés auxquelles les commerçants sont confrontés. Pour que
À la fin de la mission, les deux initiatives sont hautement appréciées par le président de la CECIM qui invite par la même occasion tous les acteurs économiques pour une synergie d'action au bonheur de l'économie malienne. Nous ouvrons une fenêtre sur les conseils d'administration essentiellement budgétaires. La ministre de la Santé et du Développement social a présidé en début de semaine les travaux de la 8e session du conseil d'administration de l'ONAPUMA. Les pupilles sont estimées aujourd'hui à plus de 2000 et leur prise en charge se fait correctement par l'État. Pour donner à cette structure ses lettres de noblesse, elle sera dotée d'un budget d'environ 950 millions de francs CFA en 2026. Voyons les détails avec Sokona Kamisoko. Plus de 2200 pupilles immatriculées bénéficient aujourd'hui de l'attention et de l'accompagnement de l'État malien. L'information est révélée à l'ouverture de la 8e session du conseil d'administration de l'Office national des pupilles en République du Mali. Une session qui se penche sur les activités de l'ONAPUMA réalisées à plus de 98% courant 2025. 326 nouveaux ont été intégrés dans la grande famille lors de la 4e édition de la journée des pupilles où ils ont été reçus par le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, qu'il en soit remercié. Dans le cadre du suivi scolaire, nous avons pu effectuer 385 visites dans les établissements scolaires des pupilles et 285 visites à domicile. Et dans l'exécution aussi de nos activités, les paiements trimestriels de 100 000 francs par pupille ont été donnés à tous ceux qui sont bénéficiaires et qui n'ont pas dépassé l'âge limite. Nous avons aussi pu mener les activités de vacances qui sont très primordiales pour les enfants. Dans chaque activité, nous pensons qu'il y a des difficultés. Heureusement, nous sommes en train de recevoir des mains du président de la transition, une construction de la maison des pupilles. De son côté, le département de tutelle s'engage à jouer toute sa partition pour le plus grand bonheur des enfants. Le ministère de la Santé et du Développement social demeure pleinement engagé à soutenir l'ONAPUMA. Nous attendons poursuivre nos efforts pour renforcer les ressources financières et logistiques dédiées à la prise en charge des pupilles. Notre ambition reste claire: offrir à chaque pupille un cadre protecteur, stable et propice à son épanouissement. Pour mener à bien ces missions, l'ONAPUMA dispose d'un budget prévisionnel à 2026 de plus de 950 millions de francs CFA. Un budget qui connaît une diminution de 16% par rapport à celui de 2025. Le budget 2026 de l'Agence nationale de l'aviation civile ANAC connaît une hausse de 2,76%. Le montant est de 7,7 milliards de francs CFA. Il a eu quitus des administrateurs à la faveur de la 38e session du conseil d'administration de l'agence. Le compte rendu de Boubacar Bablintouri. L'Agence nationale de l'aviation civile ANAC tient sa toute dernière session de son conseil d'administration au titre de 2025. 38e du genre, cette session se veut exclusivement budgétaire. Pour 2025 qui s'achève, le budget était estimé en dépenses et en recettes à plus de 7 milliards 748 millions de francs CFA contre un projet de budget arrêté à environ 8 milliards de francs CFA en 2026, soit une augmentation de 2,76%. Une augmentation qui est basée sur une évaluation qui est faite naturellement sur les chiffres du trafic au niveau de Bamako-Sénou. Ensuite, il y a les projets prioritaires que nous devons mener pour le développement du transport aérien. Donc, ce sont des chiffres qui, bout à bout, ont permis de donner les 7 milliards 960 millions pour le budget de 2026. S'agissant de l'état d'exécution des recettes de l'ANAC au titre de 2025, il est jugé satisfaisant. Comparé à l'exécution de 2024, pour la même période, cela représente des variations positives de 610 805 904 francs pour les émissions et 419 831 208 francs pour les recouvrements.
Les prévisions des produits de services et ventes diverses en 2025 se chiffrent à 6 129 794 621 francs. Les émissions et le recouvrement au 30 novembre 2025 chiffrent respectivement à 5 621 251 064 francs et 5 109 928 843 francs. Des acquis qui, selon le président du conseil d'administration, doivent être préservés et invitent par la même occasion la direction générale et ses partenaires à plus d'engagement pour plus de résultats en 2026. Dans le domaine agricole, des données à retenir au cours des 6 derniers mois, la cellule de planification et de statistique du secteur du développement rural a recensé plus d'1 million d'exploitations familiales agricoles. Des équipements propices à leur activité ont également été répertoriés. Le 4e comité technique du recensement général agricole de la CPS du secteur du développement rural a révélé ces informations, des résultats qui devront être consolidés en vue du prochain comité de pilotage du recensement général agricole. La cérémonie a eu lieu en fin décembre. Le reportage de Batraori. Pour les responsables de la CPS, cellule de planification et de statistiques du secteur du développement rural, le comité technique est une étape clé dans le processus du recensement général agricole. Ces rendez-vous permettent aux membres de la CPS d'exposer aux décideurs les tendances relatives à la production végétale et au cheptel pendant une période donnée. Aujourd'hui, on est à plus d'1 million d'exploitations agricoles familiales que nous avons dénombrées et sur lesquelles nous avons déjà fini avec plus de 830 000 exploitations. Donc les travaux continuent pour les 2 autres mois. Donc il y a plus de 80% en fait que nous avons engagé de ces résultats. Et les équipements aussi ont été cernés. Et aujourd'hui, nous disposons en fait d'un répertoire que nous allons affiner à partir des activités de traitement pour que l'ensemble du pays, dans chaque village que l'on trouve, et qui ait en fait une liste des exploitations, aussi des entreprises. La séance permet de mettre à la disposition du ministère de l'Agriculture et celui de l'Élevage et la Pêche une gamme d'informations fiables sur l'état d'évolution des activités agricoles pastorales, de même que la localisation des surfaces d'exploitation familiale. Au démarrage, il y avait beaucoup d'incertitudes, mais aujourd'hui, nous avons compris que toutes ces incertitudes ont été levées et l'équipe a produit vraiment des résultats probants qui nous permettent d'espérer que d'ici la fin du mois de janvier, nous allons avoir vraiment le bout du tunnel. Les résultats du comité technique seront consolidés pour servir de document de travail lors du comité de pilotage du recensement général agricole prévu dans 2 mois selon les responsables de la CPS du secteur du développement rural. La nature est dans un état de dégradation très avancé. Il faut agir vite et même très vite pour sauver la faune et la flore. Mais pour y arriver, il faut des statistiques fiables en la matière. C'est la raison pour laquelle l'AEDT a commandité une étude sur l'état de l'environnement au Mali. Le rapport a été présenté la semaine dernière aux acteurs et partenaires. Le reportage de Alpha Meiga. Ces phénomènes dépassent la sphère environnementale. Ils impactent l'économie, la sécurité alimentaire, la stabilité sociale et la résilience de nos territoires. La problématique est consignée dans un rapport. Pour la première fois, ce rapport intègre une analyse économique. Et il est important quand même de se munir des données fiables et de qualité. L'environnement est une question transversale. Il s'agit des données qui concernent la dégradation de notre couvert végétal, la flore, des données qui concernent la faune, l'agriculture, l'élevage, les ressources en eau. Dans ce contexte, la disponibilité d'informations environnementales fiables, structurées et régulièrement actualisées constitue un levier essentiel pour éclairer la prise de décision publique et orienter efficacement les politiques de développement. Les participants sont appelés à examiner le document, à formuler des observations et à contribuer à son enrichissement avant sa transmission au Conseil des ministres. Le rapport sur l'état de l'environnement doit faire l'objet d'une communication écrite en Conseil des ministres. Ça, c'est pour informer les plus hautes autorités des données que nous avons collectées, analysées et traitées.
Les conclusions de cet atelier seront cruciales pour orienter les politiques environnementales du Mali. Les attentes sont très grandes, mais ce qui est important aussi, il faut vraiment le suivi. Nous devons tous, en tout cas, s'impliquer, se donner la main pour faire face aux défis liés à l'environnement. L'atelier se déroule à l'Agence de l'environnement et du développement durable, AEDD. Le Mali et la Chine magnifient plus de 6 décennies de coopération. L'ambassade de Chine au Mali a organisé une réception officielle placée sous le sceau de l'amitié, de la fraternité et du partenariat mutuellement bénéfique entre les deux peuples. Le reportage de Ibrahim Kaoukonate et Tchadja Kamara. C'est dans une atmosphère conviviale que le Mali et la Chine ont célébré avec faste les 65 ans de coopération, d'amitié et de fraternité entre les deux pays. Cette relation se distingue par un partenariat gagnant-gagnant fondé sur le respect mutuel et la solidarité. La célébration du 65e anniversaire de cette historique m'offre l'agréable occasion d'adresser au gouvernement et au peuple ami de la République populaire de Chine nos vives et chaleureuses félicitations. Notre coopération bilatérale, basée sur la sincérité, l'amitié, l'égalité, la coopération gagnant-gagnant, a connu un développement sain et régulier, devenant ainsi un bon exemple de coopération sud-sud. Depuis 65 ans, cette coopération est au service du développement, notamment dans les domaines des infrastructures, de la santé, du sport, de l'éducation, de la culture, ainsi que de la sécurité. Solide et vigoureuse, cette coopération bilatérale a su résister aux défis du temps et des aléas géopolitiques pour être érigée en partenariat stratégique lors du sommet du Forum de coopération sino-africain FOCAC tenu à Beijing du 4 au 6 septembre 2024. La Chine a toujours été pour le Mali un partenaire sincère, constant et fiable, notamment dans les moments cruciaux de notre histoire nationale. La célébration a été marquée par une projection de vidéos et une exposition photographique retraçant les 65 années de parcours commun remontant au père fondateur des deux nations, Mao Zedong pour la Chine et Modibo Keïta pour le Mali. L'effectif de l'armée malienne s'accroît avec la présentation de 700 nouvelles recrues au drapeau. La cérémonie s'est déroulée au centre de formation de Sénou. Ces jeunes ont prêté le serment de défendre le territoire. Le commentaire de Sidiki Diarra. Ils sont 700 jeunes aguerris, prêts à défendre le drapeau. Désormais, la nation peut compter sur eux. Il s'agit des recrues de la deuxième vague du contingent 2023, ici de la garde nationale, de l'armée de terre, de l'armée de l'air, de la DSA, de la DURPA et des transmissions. Ces jeunes soldats ont appris à connaître les tactiques et stratégies pour les tâches futures. Ils ont appris le métier des armes, ont renforcé leurs conditions physiques et morales, ont également été pétris des valeurs héroïques de notre histoire militaire, en passant par les droits humanitaires, la formation civique et citoyenne, conformément à la vision du Mali Croix. La présentation au drapeau constitue une étape essentielle et symbolique dans la vie d'un militaire. N'oubliez jamais que la force de notre armée réside dans sa discipline, dans sa cohésion et surtout dans sa bravoure sur le champ de bataille. Jeunes soldats du contingent 2023, vous êtes engagés à respecter le règlement militaire, à défendre le Mali et à préserver son unité. Chacun d'entre vous ne sera jugé que par son seul mérite. Le message adressé aux soldats de cette deuxième vague a fait ressortir l'importance de leurs engagements dans le contexte sécuritaire actuel. La cérémonie a été marquée par la remise des attestations, des démonstrations de combat corps à corps, la présentation des armes ainsi qu'un défilé militaire. Le major de la promotion est Yacouba Kamara de l'armée de terre qui s'est distingué avec une moyenne de 18,96. Et voilà en image, l'état-major général des armées annonce l'interpellation de 2 individus suspects par la patrouille des FAMA au poste de Remakono dans la région de Sikasso le 1er janvier 2026. Les suspects détenaient une quantité importante d'explosifs lors d'une fouille
près de Farako sur la RN10 au sud-ouest de Sikasso. Ils ont été remis à la gendarmerie pour enquête. La zone d'interpellation est connue pour être utilisée par des groupes armés terroristes pour la pose d'engins explosifs improvisés, le dernier étant découvert et détruit le 27 décembre 2025. Le chef d'état-major général des armées félicite les unités pour leur vigilance et assure que les FAMA surveillent tous les postes de sécurité pour garantir la protection des populations. Et nous arrivons à la page AES de cette édition, c'est juste après le jingle. La page AES nous conduit dans le pays des hommes intègres et nous reparlons de la Saint-Sylvestre. À Bobo-Dioulasso, les hommes de Faso Mebo ont passé le réveillon sur les chantiers au service du développement national. Une manière propre à cette brigade de désenclavement de montrer son engagement et sa détermination pour le développement du Faso. C'est ce que nous disent Hassan Gourabou et Sayouba Mambon de la télévision burkinabé. Pendant que les Bobolais célèbrent la Saint-Sylvestre, au quartier général de l'initiative présidentielle Faso Mebo, l'ambiance est électrique. Des jeunes s'adonnent à cœur joie à la confection de pavés. Sur cette rue en reprofilage, tout comme sur ce site de construction de voies pavées, le vrombissement des engins remplace la musique des fêtes. En ce jour spécial, on a décidé de maintenir les travaux, déjà pour réaffirmer notre engagement à conduire avec succès cette mission de développement qui nous a été assignée. Il n'y a rien de tel pour pouvoir honorer le nouvel an et aussi montrer à l'ensemble du peuple et aussi au gouvernement en place que nous sommes prêts à mettre tout ce qui est à notre disposition pour faire avancer les travaux. Autre lieu, même constat. Sur ce chantier, le travail continue tout comme au centre hospitalier universitaire de Pala. Les soldats du désenclavement s'attellent à construire des voies d'accès afin d'améliorer la mobilité et de faciliter l'accès aux CHU. Nous sommes en travaux de mise en œuvre de notre première couche de fondation. Parce qu'il faut dire qu'il y a une seconde couche de fondation qui vient, mais qui sera améliorée, qu'on appelle couramment le sol ciment. Et après, on aura une couche de base en GP. Puis en fait, le revêtement qui sera fait en béton bituminé de 5 cm d'épaisseur. Bon, on peut dire qu'en termes de pourcentage pour ces sites-là, on peut dire qu'on a environ 60% des travaux exécutés. Avec la fête, et ils sont sur le terrain, en laissant la fête aussi, pour s'occuper de la ville, vraiment ça nous a trop marqué, quoi. Là, il y a nos patriotes qui sont au front, qui sont en train de lutter pour la sécurité du pays. Nous aussi, on doit faire comme eux. À Bobo-Dioulasso, pendant que l'année s'achève, Faso Mebo construit déjà les routes de demain. Une autre manière de célébrer la Saint-Sylvestre par le travail, le sacrifice et l'amour de la patrie. Le ministre nigérian de l'équipement et des transports en visite de terrain, le colonel-major Salissou Mahaman Salissou, a constaté que les travaux de bitumage de la route Loga-Balayara-Niamey, longue de 135 km, avancent à hauteur de souhait. Il s'est aussi entretenu avec les responsables des services relevant de son département. La visite a été suivie par nos confrères de la télévision nigérienne, Ali Hashimou et Habib Bako. Dès son arrivée à la direction régionale de l'équipement, le ministre de l'équipement et des infrastructures, le colonel-major Salissou Mahaman Salissou, a visité les différents compartiments, échangé avec les responsables pour leur expliquer les objectifs de cette mission, la dynamique engagée par son département ministériel, puis les exhorter à promouvoir davantage la culture de l'excellence qui passe nécessairement par une bonne planification des activités. Quelques instants après, la délégation ministérielle s'est transportée à Loga, cité de Goubé, pour visiter plusieurs bâtiments neufs construits au profit des agents. Le colonel-major Salissou Mahaman Salissou a instruit les autorités locales de prendre les dispositions utiles pour l'occupation de ces bâtiments
avant de se rendre à Tabala, dans le département de Baleara, région de Tillabéri, pour constater de visu les travaux de mise en état de la route Niamey-Baleara-Loga, longue de 135 km. Au niveau du centre de paysage et de péage routier de Baleara, la délégation ministérielle a été émerveillée d'une part par la qualité de l'accueil et d'autre part constater que les recettes se sont nettement améliorées, passant d'ailleurs de 3 millions avant à plus de 40 millions de francs CFA chaque mois. C'est un motif de satisfaction de voir que tout ce qui est en train d'être réalisé, la population est satisfaite. Nous concluons cette visite-là par des sentiments en tout cas de satisfaction globale et nous allons appeler l'ensemble des acteurs à continuer à améliorer. En marge de cette visite, Maria Mohamedou, représentante des femmes de Mbama, a remis officiellement une somme symbolique de 36 500 francs CFA au ministre de l'Équipement comme contribution au Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie. Le colonel-major Salis Mohamed Salissou a rassuré ces vaillantes femmes que leur contribution ira à qui de droit. Retour à l'actualité nationale et direction la 5e région pour vous parler de cette foire agricole. Elle est organisée dans le cadre du programme d'appui à la sécurité alimentaire et à la résilience aux crises climatiques et sociales dans les régions de Mopti, Badjangara et Douanza. Cette foire bénéficie de l'appui de la Chambre d'agriculture de Mopti avec le soutien de l'ambassade du Royaume des Pays-Bas. Le reportage de Aminata Touri. L'organisation de cette foire agricole s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du programme d'appui à la sécurité alimentaire, à la résilience des populations aux crises climatiques et sociales PASARC 2CCC dans les régions de Mopti, Banyangara et Douanza. Elle a été rendue possible grâce à l'accompagnement de l'ONG NEF avec l'appui financier de l'ambassade du Royaume des Pays-Bas. Cette foire agricole est une opportunité incontestable pour nous producteurs agricoles avec grand A de promouvoir des produits agricoles, de montrer leur savoir-faire, de mettre à la disposition des consommateurs des aliments sains, des prix abordables. Une telle activité cadre parfaitement avec l'axe 3 de la stratégie de développement économique et régional qui porte sur la promotion des filières porteuses par la transformation, la conservation et la commercialisation des produits locaux. Le programme PASARC DCCC vise à renforcer au niveau communautaire la capacité des acteurs à s'attaquer aux sources de conflits et au changement climatique pour assurer la sécurité alimentaire. L'agriculture est un pilier de notre souveraineté. Garantir une alimentation saine et locale de qualité est un enjeu crucial et guide les actions de la NEF. Il est important d'encourager l'innovation, les nouvelles pratiques de production, d'embauche et de transformation de nos produits. Une initiative autour des clusters de chaînes de valeur riz, échalotes et embauche en partenariat avec la Chambre régionale d'agriculture de Mopti témoigne l'engagement de la NEF auprès des plus hautes autorités de notre pays pour la promotion et l'émergence d'une agriculture durable. La remise d'attestation de reconnaissance à l'ambassade du Royaume des Pays-Bas, à l'ONG NEF, au Conseil régional, entre autres, pour les efforts fournis, et la visite des stands d'exposition, riziculture, embauche, produits maraîchers pour ne citer que cela, ont sanctionné les activités de la foire agricole qui s'étend sur 3 jours dans la région de Mopti. Les responsables de l'ANAM, Agence nationale d'assistance médicale, étaient à Koulikoro le mois passé pour une journée d'information, d'orientation et d'encadrement des acteurs impliqués dans la mise en œuvre du régime d'assistance médicale RAMED. Lors des débats, il a été signalé que plusieurs communes de Koulikoro sont à jour par rapport à leur contribution au fonds RAMED. C'est aussi l'occasion pour les acteurs d'identifier les nouveaux bénéficiaires de la région de Koulikoro. On en sait davantage avec Boubacar Sissoko. Le régime d'assistance médicale est une initiative du gouvernement qui garantit l'accès aux soins de santé des personnes indigentes. Ce mécanisme ne saurait réussir sans l'implication entière des collectivités territoriales qui doivent épauler le processus pour renflouer les caisses du RAMED. Le régime d'assistance médicale à RAMED est un dispositif public du gouvernement de la République du Mali
qui vise à assurer une prise en charge médicale gratuite et 100% à l'ensemble des Maliens qui n'ont pas les moyens de prendre en charge leurs propres dépenses de santé. C'est un dispositif qui existe depuis 2009, mais qui a presque atteint sa vitesse de croisière à partir de 2022 avec l'avènement de la transition au Mali. Il faut le dire, il faut le saluer ici aussi. Il faut faire une évaluation, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, et avec l'ensemble des acteurs, voir comment redonner une nouvelle dynamique au dispositif. Durant cette journée, le dispositif a été expliqué et les insuffisances ont été identifiées. Aujourd'hui, il faut le reconnaître, avec la création au sein de l'ANAM d'un service dédié au recouvrement. Aujourd'hui, les recouvrements se sont nettement améliorés. On a atteint la barre des 100 millions par an. Ça, c'est un ouf de soulagement. La rencontre a permis aux acteurs du RAMED d'identifier les nouveaux bénéficiaires dans la région de Koulikoro. L'ANAM, en collaboration avec les autorités communales et la Direction régionale du développement social et de l'économie solidaire de Koulikoro, lance la première phase des opérations d'identification des indigents. C'est le lieu de remercier, au nom du ministre de la Santé et du Développement social, les autorités communales de Koulikoro, Sirakoro, Meguetan, Tienfala, Domba et Koula pour le paiement de leurs contributions au RAMED. Les participants à cette journée de sensibilisation et d'orientation ont rassuré les organisateurs de jouer leur partition afin que le RAMED puisse toucher les personnes qui sont réellement dans le besoin de soins de santé sans difficulté majeure. Je vous l'annonçais dans les titres. Demain samedi, le Mali affronte la Tunisie en 8e de finale de la 35e édition de la CAN Maroc 2025. Cette rencontre est totalement différente de la phase de poule. Plus de place, j'allais dire, au calcul. Il faut tout donner pour rester au Maroc. Ce match Mali-Tunisie sera le 5e entre les deux nations en phase finale et les chiffres plaident en faveur du Mali avec 0 défaite et les protégés de Tom Saintfiet comptent perpétuer la dynamique face aux Aigles de Carthage. La présentation de ce Mali-Tunisie avec nos envoyés spéciaux à Casablanca, Isaac Chenou, Oumar Kuntara Traoré et Saïd Mohamed Lamindjara. Passer les 8e de finale, c'est l'objectif affiché par les Aigles du Mali à la veille de cette rencontre Mali-Tunisie. À en croire l'encadrement technique, le groupe est gonflé à bloc et déterminé à faire face à la Tunisie. Les quelques jours de repos ont permis de mieux récupérer et corriger certaines lacunes. Le sélectionneur et ses joueurs sont conscients de l'enjeu et se disent prêts à relever le défi. Chaque match pour nous maintenant est une finale. Donc on s'est très bien préparé. Les dernières séances d'entraînement, c'était vraiment de la qualité. Comme le coach l'a dit, on a mis en place quelque chose et on espère que vraiment ça va nous aider à remporter ce match-là, quoi. Donc on est vraiment préparé pour ce match. Donc on est entre nous, dans le groupe, tout est top. Donc je pense que ça va bien se passer, Inch'Allah. Match crucial, maintenant ce sont seulement des finales. Tu gagnes, tu restes, tu perds, tu pars. Je pense qu'on a travaillé les derniers jours bien dans les choses qui doivent être mieux. Côté adverse, le Mali est à prendre au sérieux, nous dit Yann Valéry, qui ne veut pas se fier aux statistiques. On est prêt pour un très bon match, un bon 8e de finale face au Mali, qui est une bonne équipe qu'on a affrontée plusieurs fois. On s'est bien préparé et on est prêt à faire un gros match, Inch'Allah, et passer le prochain tour. Mali-Tunisie de ce samedi se jouera jusqu'au bout et l'équipe la plus déterminée, concentrée et réaliste remportera le gain de la partie. Et justement, pour mieux affronter les Aigles de Carthage, les Aigles du Mali ont peaufiné cet après-midi les derniers réglages tactiques à l'Académie du Raja de Casablanca. Il s'est agi pour le sélectionneur Tom Saintfiet de corriger les imperfections du premier tour, car c'est une autre compétition qui démarre avec les 8e de finale. Une de nos équipes à la CAN à Casablanca, dirigée par Ousmane Dao, a suivi le dernier entraînement. Voici ce qu'il a constaté. Oublier les déboires et les insuffisances du premier tour, corriger les lacunes, se concentrer sur les forces de l'équipe, c'est ce à quoi les Aigles s'attellent lors du dernier entraînement avant d'affronter les Aigles de Carthage de la Tunisie. Mise en place tactique, jeu court, jeu long, tout y passe avec sérieux et abnégation. On est déterminé. Là aujourd'hui on va faire la dernière séance. On est motivé plus que jamais. Il y a tout un peuple derrière nous. Donc on a à cœur de passer le prochain tour.
L'objectif, le premier, c'était d'arriver ici. Et maintenant, notre adversaire, il est connu. On l'a regardé beaucoup. Et donc, on essaie de se donner les moyens pour aussi en venir à bout. C'est une bonne équipe. C'est une équipe que nous avons aussi l'habitude de jouer. C'est une équipe que nous respectons beaucoup. Et nous savons aussi que quand on venait ici, on avait notre propre objectif. Donc, quelle qu'en soit l'équipe qui sera en face, notre objectif reste le même. Le dernier entraînement avant un match est toujours l'occasion de mettre des choses en place pour surprendre l'adversaire et les joueurs sont prêts. En général, les matchs de face de personnes directes, ça se joue beaucoup sur le détail. Là, nous, on peut faire un bon match et être vraiment concentré du début jusqu'à la fin. C'est un rang serré et dans l'union que la dernière mise en place a pris fin avec en ligne de mire la Tunisie pour entrevoir les quarts de finale et se réconcilier avec le public qui attend beaucoup de leurs prestations. Voilà un match que vous pourrez suivre en direct sur ORTM1. Bonne chance aux nôtres et c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Pensée spéciale à nos femmes. Bonsoir.